Les cristaux à 3 dimensions, comme on les connaît, sont souvent complexes en raison des différentes forces qui agissent entre les atomes ou les molécules qui les constituent. Notre objectif ici va être d'étudier des cristaux colloïdaux à 2 dimensions et de caractériser la transition de la phase liquide vers la phase cristalline, tout en étant capable de moduler l'intensité des forces qui agissent entre les particules. Tout au long de notre travail, nous avons utilisé les mêmes particules, des particules superparamagnétiques. Des billes d'1 micromètre de diamètre, contenant de toutes petites particules d'oxyde de fer à l'intérieur, ne contenant alors qu'un seul domaine magnétique, ce qui a pour conséquence que lorsqu'on enlève le champ magnétique extérieur, l'aimantation des particules disparaît aussitôt à la différence d'un matériau ferromagnétique. On a donc des particules aux propriétés paramagnétiques, mais avec une susceptibilité beaucoup plus grande et comparable à celle du fer. C'est la raison pour laquelle on appelle ces particules superparamagnétiques. Donc comment peut-on confiner les particules dans un plan? L'idée la plus simple, c'est de les laisser sédimenter. L'énergie potentielle de gravitation des particules est en compétition avec leur mouvement brownien, ce qui s'exprime en termes de probabilité de présence à une certaine hauteur z. Les particules étant sphériques, on peut tirer de cette relation leur hauteur caractéristique dans l'eau, en fonction de leur taille, à l'équilibre thermique. Or, dans notre cas, cette hauteur est beaucoup plus grande que leur taille, ce qui rend impossible de les confiner par sédimentation. Une autre idée, c'est d'imposer la hauteur de la solution avec le montage suivant. On dépose 2 microlitres de la solution concentrée en colloïde sur une lame de microscope qu'on couvre tout de suite avec une lamelle. On attend que l'évaporation concentre et confine les colloïdes vers le milieu de la lamelle et on graisse ensuite les bords de la lamelle pour étanchéfier le milieu. Voilà comment ça se passe en pratique. On place la lame sur l'objectif du microscope et on pose la bobine sur la lame autour de la lamelle. On observe la cristallisation en appliquant un champ magnétique statique perpendiculaire au plan. La phase monocristalline est possible, mais comme on le voit sur cette photo, c'est plutôt la phase polycristalline qui est souvent observée. Notons enfin que le champ de vision du microscope est d'environ 100 micromètres. Mais revenons à l'origine physique de la cristallisation. Les particules sont superparamagnétiques, donc interagissent les unes avec les autres en présence d'un champ magnétique extérieur. Cette interaction, assez complexe dans le cas général, devient purement répulsive quand le champ est perpendiculaire au plan. En variant l'intensité du champ, on peut contrôler les interactions entre les particules. Le rapport de cette interaction est l'énergie d'agitation thermique dont un nombre sans dimension, appelé gamma, qui permet de prédire la transition de phase. Nous avons calculé le paramètre gamma pour différentes valeurs du champ magnétique dans notre expérience, et nous trouvons que gamma est de l'ordre de 100 000 pour les champs les plus forts. Cette valeur prouve que notre montage est capable de rendre les interactions magnétiques dominantes vis-à-vis de l'agitation thermique. L'outil qui nous a semblé le plus adapté pour caractériser la transition et mesurer les distances moyennes entre les particules, c'est la fonction de corrélation de paires. Nous l'avons recalculée à l'aide du logiciel MATLAB afin d'automatiser le processus pour des séries d'images. Après avoir importé les images, nous les avons binarisées à l'aide du critère d'au-dessous. Nous avons utilisé un filtre morphologique pour obtenir des particules bien fermées. Si on prend alors la TF de l'image à 2 dimensions, si on en prend le modulo carré puis la TF-1, on obtient alors la fonction d'autocorrélation, c'est la fonction de Patterson. Il suffit alors de sommer radialement la fonction de Patterson pour obtenir la fonction de corrélation de paires. Sur la deuxième ligne, on voit en comparaison le cas d'un cristal parfait. Alors la première conclusion, c'est que nous obtenons une symétrie hexagonale. Ensuite, on remarque qu'on a uniquement un ordre à courte distance, à la différence d'un cristal parfait. Nous avons ainsi été capables de modéliser l'enveloppe décroissante de la fonction de corrélation de paires afin d'obtenir les distances caractéristiques de structuration. Nous l'estimons à une dizaine de micromètres. Pour comparer les différentes expériences entre elles, nous avons à chaque fois mesuré la densité des particules. Ici, nous avons une solution très concentrée. La transition a lieu à un champ faible et nous remarquons que la distance entre les particules diminue brutalement et reste ensuite constante avec l'augmentation du champ. Ici, nous voyons une deuxième expérience que nous avons réalisée dans un cas particulier en mélangeant du tensioactif dans la solution. Nous avons alors suivi un petit agrégat de particules. Au cours du temps, la densité de cet agrégat varie,
les particules se repoussent et on obtient le graphique représenté en bas à droite. On voit donc qu'on a une augmentation de la distance entre les particules qui est quasiment linéaire avec le champ. Donc la conclusion, c'est que le paramètre important au cours de l'expérience, ce n'est pas seulement le champ magnétique, mais surtout la densité des particules. Ainsi, nous avons réussi à mettre en place expérimentalement le phénomène étudié, en utilisant un montage simple et reproductible. Nous comprenons maintenant l'origine physique et les conditions pour la cristallisation. Enfin, nous avons réussi à faire concourir l'expérience avec la simulation numérique.